Donald Trump va être destitué. Il va perdre les élections des midterms qui arrivent. Il va être destitué, il va être arrêté et conduit en prison aux États-Unis. C'est ce qui va arriver incontestablement au grand criminel génocidaire Benjamin Netanyahou, recherché par la Cour pénale internationale. La première matière que je voudrais aborder dans cette émission, c'est la symbolique sacrificielle de l'ayatollah Seyed Ali Khamenei. Le monde tout entier est sous l'effet de choc après l'annonce de l'assassinat par les troupes impérialistes israélo-américaines du chef de l'État, guide suprême de la République islamique d'Iran, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei. Cet assassinat, qui semble avoir eu lieu dans la matinée du samedi 28 février 2026, ne laisse cependant pas de nous interroger par un certain nombre de mystères qui l'entourent. Au point que pour plusieurs analystes politiques chevronnés, il convient quand même toujours de prendre avec une pincette l'information selon laquelle le guide suprême de la révolution islamique d'Iran est véritablement décédé. Avant d'en venir à ce que j'appelle la symbolique sacrificielle de la mort de l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, je voudrais commencer par pointer ce qui semble étrange dans l'histoire de cette mort annoncée. Qu'est-ce qui est vraiment étrange? Ce qui est étrange, c'est que tout le monde s'accorde à reconnaître que l'Iran est une grande puissance militaire. En plus, l'Iran a une très longue expérience de la guerre, une très longue expérience du conflit. D'ailleurs, l'actuel régime iranien, qui est né en 1979, a vécu de 1979 à 2026 dans la guerre. Car les États-Unis, qui étaient le partisan de la dictature monarchique des Pahlavis, tout au long du XXe siècle, les États-Unis n'ont jamais accepté que l'ayatollah Ruhollah Khomeini et ses camarades renversent leur valet, l'empereur ou roi d'Iran, ou Shah d'Iran, Reza Pahlavi, dont le fils continue de revendiquer d'ailleurs depuis les États-Unis un héritage politique absolument controuvé. Le régime des Reza Pahlavi, pour rappel, était une monarchie sanglante, corrompue, et qui avait livré la totalité du gaz et du pétrole de l'Iran à la cupidité innommable des firmes multinationales américaines. C'était un régime qui était 1000 fois plus injuste que celui des ayatollahs aujourd'hui, et c'est un régime qui avait conduit l'écrasante majorité du peuple iranien dans une pauvreté crasse, contrairement à l'actuel régime iranien qui, du point de vue de tous les analystes, a incontestablement amélioré le niveau de vie du peuple iranien. Donc, depuis 1979, l'Iran est habitué à la guerre. L'Iran est habitué à combattre. On peut donc s'étonner que le commandant suprême, le chef suprême des armées iraniennes, ait été aussi facilement exposé à l'assassinat des forces ennemies. L'hypothèse qui nous est présentée actuellement consiste à dire que l'ayatollah Seyed Ali Khamenei se trouvait dans sa résidence, au cœur de la capitale iranienne Téhéran, en compagnie d'ailleurs de sa fille, de son gendre, de sa petite-fille et d'un certain nombre de commandants de l'armée iranienne. Lorsque les bombes israélo-américaines ont plu sur sa résidence, littéralement comme une pluie équatoriale, de façon abrupte et subite. L'analyste géopolitique qui regarde cette version des faits ne peut manquer de se demander comment est-il possible que l'Iran, cette nation, cet État puissant, rompu à la guerre, héritier d'une tradition multimillénaire, la tradition perse, comment est-il possible que l'Iran ait exposé aussi facilement son guide suprême, son chef de l'État? Comment est-il possible que, à peine la guerre commençait, Ali Khamenei ait d'ores et déjà été assassiné? Alors que, précisément en tant que chef de l'État, il était supposé être des citoyens iraniens les mieux protégés, afin précisément de continuer à guider, tant que Dieu Tout-Puissant lui en accordait la vie, la révolution. Comment comprendre cette sorte de négligence? Comment comprendre la facilité avec laquelle, on a laissé, pour ainsi dire, comment comprendre la facilité avec laquelle on a laissé, pour ainsi dire, comment comprendre la facilité avec laquelle on a laissé l'imam, l'ayatollah, Ali Seyed Khamenei être tué? En effet, si on ne voulait pas rendre possible l'assassinat de l'ayatollah
eh bien, Seyed Ali Khamenei, on ne l'aurait pas laissé vivre tranquillement dans une maison ordinaire, dans son complexe résidentiel. On ne l'aurait pas laissé vivre là, on l'aurait caché dans un lieu hyper sécurisé, peut-être même le lieu le plus sécurisé du pays, à partir duquel il aurait continué à inspirer et à diriger la nation. Mais on l'a laissé vivre tranquillement dans la maison que tout le monde connaît, que toutes les Iraniennes et tous les Iraniens connaissent. Donc l'énigme qui s'impose à nous tous est de savoir pourquoi on a fait cela. Et là, je suis d'accord avec ceux qui disent qu'on est obligé de toujours faire deux hypothèses. On va faire deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que ni l'Iran, ni les États-Unis, ni Israël ne nous disent la vérité. Quand ils disent que l'ayatollah Khamenei est mort. Alors, les États-Unis et Israël ont tout à fait intérêt à tuer, croit-il, l'ayatollah Khamenei parce que, selon leur stratégie de la décapitation, qu'ils ont utilisée par exemple en Libye, qu'ils ont utilisée en Syrie, qu'ils ont utilisée au Venezuela, les Américains et leurs alliés occidentaux ont tendance à penser qu'il suffit d'enlever la tête de l'État et que par la suite cet État va s'effondrer. Comme on l'a fait par exemple en Libye, comme on l'a fait dans plusieurs coups d'État néocolonialistes et impérialistes en Afrique. Dès que le chef de l'État tombe, le régime s'effondre. Donc, les Américains, les Israéliens, en effet, se sont précipités pour assassiner, par hypothèse, eh bien, le guide iranien, parce qu'ils estimaient que c'était une étape clé avant l'effondrement du régime iranien. Qu'il suffirait, eh bien, de décapiter le régime iranien pour que celui-ci tombe. On peut supposer, en effet, dans cette hypothèse, qu'il se soit précipité à dire qu'il a été tué. Mais, dans l'hypothèse où, précisément, il aurait été tué, cela veut dire que, côté iranien, à commencer par le guide suprême, le leader lui-même, il y a eu une espèce d'acceptation de l'idée d'être tué, l'acceptation du risque d'être tué, au nom d'un calcul politique, mais ce n'est pas seulement un calcul politique, au nom d'une vision symbolique, que je voudrais à ce moment-là creuser. Si le guide iranien, Ali Khamenei, a accepté de rester dans sa maison, en sachant bien qu'il courait le risque d'être assassiné, cela veut dire qu'il considérait que son assassinat jouerait un rôle décisif dans la guerre contre l'impérialisme américain et israélien. On doit donc faire l'hypothèse que si l'ayatollah Ali Khamenei est véritablement mort, comme on nous dit qu'il est mort, cela veut dire qu'il s'est sacrifié. Et que les Israéliens et les Américains ont foncé tête basse, ne se rendant pas compte qu'ils avaient été piégés par l'ayatollah Ali Seyed Khamenei. On doit faire l'hypothèse, s'il est mort, qu'il s'est sacrifié. Les Israéliens ont cru sans doute que c'était une imprudence. Alors que ce n'était pas une imprudence, c'était un piège que le vieillard leur a tendu. Travaillons maintenant sur cette hypothèse, l'hypothèse du sacrifice. Quel est le sens de ce sacrifice? L'ayatollah Ali Seyed Khamenei était un homme de 86 ans. L'essentiel de sa vie était derrière lui. S'il a accepté de vivre dans sa maison ordinaire, s'il a accepté le risque d'être assassiné par les bombes israéliennes, c'est peut-être parce que, non seulement dans sa vision de chef spirituel chiite, mais également dans sa compréhension du combat de longue haleine qui oppose désormais, et depuis plusieurs décennies, l'Iran à l'Occident militaro-politico-industriel, il a compris que sa mort permettrait plus facilement à l'Iran de gagner que sa survie ou sa longévité jusqu'au terme de sa vie naturelle. Alors, en quoi la mort d'Ali Seyed Khamenei contribue-t-elle davantage à la victoire, eh bien, de l'Iran que la prolongation de sa vie? Pourquoi a-t-il choisi de se sacrifier? Premièrement, en acceptant le risque de mourir, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei prêche par l'exemple. Il a montré à son peuple, du plus petit au plus grand, que quand il s'agit de défendre la souveraineté et la dignité de la nation iranienne, il n'y a pas de vie supérieure et il n'y a pas de vie inférieure. Pour donner l'exemple, il a exposé sa vie, afin que le moral des Iraniens soit galvanisé à un tel point qu'ils disent, si un vieillard de 86 ans a refusé de mourir de vieillesse pour nous protéger, pour nous montrer que nous devons lutter, alors nous devons lutter de façon encore plus décuplée. Nous devons centupler nos efforts afin de mériter de ce vieillard qui n'a pas eu peur de la mort, qui n'a pas tremblé face à la mort, qui n'a pas eu peur de descendre dans le sang, dans la sueur et les larmes, dans la tombe. Donc, le sacrifice
de l'imam Ali Seyed Khamenei a un effet de galvanisation psychologique du peuple iranien. Du plus petit au plus grand des Iraniens, du plus jeune au plus âgé des Iraniens, tous ceux qui savent que l'imam, l'ayatollah Ali Seyed Khamenei s'est sacrifié, sont prêts à se sacrifier contre ceux qui l'ont sacrifié. Donc en fait, en prenant le risque d'être tué, c'est-à-dire de devenir donc, selon la symbolique du chiisme, un martyr, l'ayatollah Ali Seyed Khamenei a boosté le moral du peuple iranien, a rendu le peuple iranien indomptable. Les Iraniens disent, si un vieillard de 86 ans a préféré mourir que se soumettre, ce n'est pas nous à 20 ans, nous à 15 ans, nous à 30 ans, nous à 40 ans qui allons trembler. Un vieillard de 86 ans qui nous apprend le courage, nous impose d'être encore plus courageux que lui, parce que nous sommes encore en âge de nous battre. Donc, paradoxalement, l'imam, l'ayatollah Ali, Seyed Khamenei a piégé les Israéliens et les Américains. Il les a attirés sur lui, en leur disant, tuez-moi, et en me tuant, vous donnerez comme cela à mon peuple toutes les raisons de se battre contre vous. Mon sacrifice sera fécond, mon sacrifice sera fertile. Mon sacrifice sera la graine de la grande puissance iranienne de l'avenir. Ça, c'est la première raison pour laquelle on peut supposer que si l'imam, si l'ayatollah Ali Seyed Khamenei est véritablement mort, il est mort pour gagner la lutte contre Israël et contre l'Amérique, en se servant de sa mort comme un ferment révolutionnaire, comme un ferment d'indomptabilité, un ferment d'insoumission, un ferment d'affirmation de la nation souveraine iranienne. Deuxième conséquence de ce sacrifice, en acceptant de se sacrifier, dans l'hypothèse où il serait tout à fait mort, en acceptant de se sacrifier, Seyed Ali Khamenei met le sud global, c'est-à-dire les 3/4 de la planète, aux côtés et derrière l'Iran. Non seulement il rassemble derrière lui l'écrasante majorité des musulmans, au-delà du chiisme et du sunnisme et de toutes les sectes musulmanes que vous pouvez imaginer. Le sacrifice d'Ali Seyed Khamenei a rangé l'écrasante majorité des musulmans, y compris ceux qui sont opposés aux chiites. Même eux se sont rangés derrière les Iraniens. Parce que l'assassinat d'Ali Seyed Khamenei est perçu clairement comme un acte anti-musulman. C'est une crapulerie qui rappelle la période des croisades. Donald Trump s'est mis le monde musulman tout entier contre lui. Mais pas seulement le monde musulman. En piégeant Donald Trump, en amenant Donald Trump à le tuer, Seyed Ali Khamenei a rangé l'écrasante majorité de la planète Terre derrière l'Iran. Faites un sondage d'opinion dans tous les pays du monde. Vous vous rendrez compte que l'écrasante majorité des populations de cette planète, en ce mardi 3 mars 2026, l'écrasante majorité de la population humaine est rangée derrière l'Iran. Donc, Seyed Ali Khamenei, en piégeant les Américains et les Israéliens et en leur disant « tuez-moi », les a isolés, il les a coupés de l'écrasante majorité de l'humanité. Ça, c'est la deuxième vertu de ce sacrifice. Faire former un bloc du monde entier contre Israël et les États-Unis et par extension contre l'Occident. Cette manière de se sacrifier a piégé l'Occident. Il y a un troisième niveau où on peut comprendre cette mort. On peut comprendre ce choix sacrificiel à un troisième niveau. Seyed Ali Khamenei, l'imam et ayatollah, par sa manière de mourir, prouve qu'il ne se battait pas pour l'argent. Il ne se battait pas pour la gloire. Il ne se battait pas pour conserver le pouvoir. Il prouve qu'il n'était pas un dictateur, mais un serviteur du peuple iranien. Sa manière de mourir vient légitimer le régime iranien, qui, comme on le sait, était confronté à une contestation interne, notamment par une opposition inspirée par la théorie démocratique libérale, la théorie individualiste politique occidentale. Vous le savez, le régime a été confronté plusieurs fois à une opposition interne soutenue par Israël, soutenue par les États-Unis, soutenue par le grand bloc occidental, cette opposition qui revendique la démocratie, les droits de l'homme, l'égalité entre les hommes et les femmes, etc. Tous les thèmes habituels de l'idéologie démocratique occidentale. Tous ces thèmes ont été, vous le savez très bien, utilisés pour contester le régime iranien. Mais la manière que le guide iranien a de mourir vient légitimer le modèle théocratique iranien, en montrant que les soi-disant démocrates d'inspiration occidentale, qui ont passé tout leur temps à combattre le régime des mollahs, au motif que le guide suprême de la révolution islamique est un narcissique qui ne veut pas quitter le pouvoir, est un accapareur de la souveraineté nationale, etc., etc. Toutes les critiques qui avaient donc été formulées de manière extrêmement brutale contre, tout naturellement, le système politique théocratique iranien, ces critiques s'effondrent.
Ces critiques s'effondrent. Et puis, ils assassinent le leader de la révolution iranienne en plein mois du Ramadan. Mais qu'est-ce qu'ils veulent que les musulmans pensent? Qu'est-ce qu'ils veulent que le monde entier pense? Donc, voilà les 3 raisons pour lesquelles, au cas où, en réalité, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei est décédé, nous devons dire qu'il a remporté la plus grande victoire de sa vie. S'il a vraiment été tué, comme nous le disent les autorités iraniennes, s'il a été tué comme l'ont affirmé Donald Trump et Bibi Netanyahu, s'il a vraiment été tué dans sa maison, sa simple maison, c'est qu'il a accepté d'être tué. Il a accepté d'être tué pour galvaniser le moral de son peuple dans la mer des batailles, c'est-à-dire la fin de la domination occidentale sur le Moyen-Orient. Il a accepté d'être tué parce que cela, eh bien, permettrait de ranger la majorité de la planète derrière l'Iran. Il a accepté d'être tué parce que, paradoxalement, eh bien, en étant tué, il démontre que le système politique iranien est supérieur au système démocratique occidental. Il démontre que ceux qui ont critiqué le système politique iranien, au motif que les dirigeants iraniens seraient assoiffés de pouvoir, assoiffés de gloire, etc., la manière de mourir d'Ali Seyed Khamenei prouve que ce n'était pas le cas. Et par là, on peut donc conclure que le martyr, la mort sacrificielle d'Ali Seyed Khamenei, l'ayatollah guide suprême de l'Iran, est la plus grande victoire morale, la plus grande victoire politique, c'est la plus grande victoire spirituelle que cet homme ait pu remporter sur la terre. Il est parti comme un grand. Il a vécu comme un grand. Il a vécu et il est mort pour ce qui vaut pour lui. Il a tenu bon. Il n'a pas cédé malgré la faiblesse de l'âge. Eh bien, il n'a pas cédé aux réflexes des vieux dictateurs qui s'accrochent au pouvoir, qui se font rabibocher, tarabistouiller, dans l'espoir de vivre plus de 100 ans et de continuer de bénéficier des farces du pouvoir. Il a montré qu'il n'avait jamais exercé en Iran le pouvoir pour lui-même, mais qu'il avait toujours exercé le pouvoir pour le peuple. Et voilà ce que je voulais dire sur ce premier point, la symbolique et bien sacrificielle de la mort de l'ayatollah Khamenei. Alors, maintenant il y a une deuxième hypothèse, mais je crois que c'est une hypothèse très faible, plus faible que la première. Imaginons qu'il ne soit pas mort. S'il n'est vraiment pas mort, ça va être une super humiliation, notamment, bien sûr, pour Israël et pour les États-Unis, si jamais, eh bien, sortant comme un lapin d'un chapeau de prestidigitateur, l'ayatollah Seyed Ali Khamenei, eh bien, qui aurait été caché dans un lieu extrêmement sécurisé, ressurgissait pour dire, eh bien, comme on dirait à Abidjan, Belelou, je ne suis pas mort, Américains, Israéliens, vous aurez encore affaire à moi, mon peuple a décidé de me protéger, nous avons scénarisé ma mort, etc., etc. Bon, je pense quand même que, écoutez, cette deuxième hypothèse, l'hypothèse qu'il ne soit pas mort est très faible, parce que je pense que les autorités iraniennes ne nous ont jamais menti sur un événement d'une telle importance. Quand l'imam Khomeini est mort, les autorités iraniennes ont annoncé sa mort. Je suis sûr qu'on peut, de ce point de vue, se fier à leur véracité. Je serais très étonné que l'Iran, qui est un État théocratique, se soit abonné au jeu favori des Américains et de leurs alliés occidentaux, le mensonge éhonté. Voilà pourquoi, pour moi, l'hypothèse qu'il ne soit pas mort est une hypothèse extrêmement faible. L'hypothèse la plus forte, celle qui peut constituer finalement une thèse, c'est qu'il est vraiment mort, mais il n'est pas mort parce que les Américains et les Israéliens ont réussi à le tuer. Non, il est mort parce qu'il a réussi à les attirer sur lui et à se faire tuer par eux. C'est ça le paradoxe, c'est ça la profondeur et la densité de la mort sacrificielle de l'ayatollah Seyed Ali Khamenei. Alors ça, c'est le premier sujet de cette émission. Mais il y a un deuxième, toujours en rapport avec ce qui se passe là-bas. Merci de continuer à partager cette émission. Merci de la protéger. Merci de nous aider à résister contre les machines infernales de la censure de la France-Afrique. Merci à celles et ceux qui, parmi vous, utilisez le numéro Orange Money Mali pour continuer à nous soutenir face au gel de nos avoirs et de nos biens économiques par l'autocrate français, le petit Macron. Merci infiniment à ceux qui se sont joints à nos amis en Amérique, nos amis en Asie, nos amis à travers l'Europe, qui ont organisé à travers un lien GoFund disponible sur ma page Facebook, eh bien, une collecte de dons internationale qui, à son 3e jour, vient de dépasser la somme de 5 000 $. Merci infiniment à toutes celles et ceux qui, même par les prières, par des mots eh bien, profonds, des mots fraternels, des mots chaleureux, où que ce soit à travers la terre, se soucient de votre serviteur que je suis. Soyez bénis. Soyez bénis, vous toutes et tous qui
qui participerait à cette collecte de dons organisée par mes amis hors de France. Je rappelle bien hors de France. Histoire de rappeler à M. Macron qu'il n'a aucun pouvoir sur ceux qui me donnent leur soutien ici au Mali. Il n'a aucun pouvoir sur toute personne qui me donne son soutien hors de la France. Macron ne peut que voir. Il n'a les yeux que pour contempler la puissance de l'Afrique mondiale. Il a pris son double arrêté scélérat en France, empêchant mes amis en France de participer activement à cette opération de don. Mais Macron, son arrêté n'a aucune valeur hors de France. Il n'a pas de valeur en Asie, il n'a pas de valeur en Afrique, il n'a pas de valeur en Amérique. La preuve, vous êtes en train de vous mobiliser et d'infliger à Macron une belle claque comme il les aime. Parce que c'est une tête à claque, le Macron. Soyez bénis, merci infiniment. Deuxième sujet. La guerre échappe aux impérialistes israélo-américains. On dit souvent qu'on sait comment commence une guerre, mais on ne sait pas comment elle finit. Ce que nous observons depuis maintenant 3 jours au Moyen-Orient, dans le duel entre la coalition occidentale dirigée par Israël et les États-Unis et la République islamique d'Iran, ce que nous observons, c'est un véritable combat entre David, le petit David, et Goliath, l'immense, le grand Goliath. Dans la métaphore biblique, eh bien, David, qui défendait le peuple d'Israël à cette époque-là, eh bien, s'engage à affronter un géant philistin, qui s'appelait Goliath. Goliath est armé d'un javelot, il est armé d'un bouclier, il a pratiquement 3 mètres de taille, il doit faire pratiquement 200 kilos de muscles sans graisse. Le géant Goliath se dresse devant le petit David, qui lui, vêtu de peau de berger, a simplement dans les mains un petit lance-pierre. Lorsque la scène du combat entre le héros, eh bien, du peuple israélien antique, David, et le héros des Philistins, le géant Goliath, quand cette scène se met en place, tout le monde sait, tout le monde pense, tout le monde est convaincu, comme dans un match entre le Real de Madrid et le Football Club de Badalabougou, tout le monde croit, tout le monde sait que c'est très clair, et bien tout naturellement, David va se prendre une pâtée, David va se faire écraser. On voit vraiment cela comme l'organisation d'un combat de boxe entre un poids lourd du style Mike Tyson au sommet de sa forme et un combattant de poids plume. Si vous-même vous prenez le meilleur des combattants de poids plume et puis vous l'envoyez boxer contre un combattant de poids lourd, vous avez organisé un homicide. Donc, sur la ligne de départ, lorsque les États-Unis, avec leur immense armada et leur patron, parce que Israël c'est le patron des États-Unis, hein, leur petit patron Israël, parce que paradoxalement, la relation israélo-américaine est une relation perverse. C'est le petit qui commande le grand. Parce qu'en fait, c'est le lobby juif américain qui contrôle la politique américaine. C'est le lobby israélo-américain là qui contrôle la politique américaine. Il s'ensuit que le petit État d'Israël que vous voyez là, il est le patron des États-Unis. C'est une alliance dans laquelle, en réalité, le mari, ce n'est pas celui qu'on croit. Le mari n'est pas celui qu'on croit dans cette alliance-là, entre ces deux-là. Il y a le top et puis il y a le bottom dans cette alliance perverse. Et celui qui est au-dessus, eh bien, c'est en réalité Israël. C'est Netanyahou qui donne des ordres à Trump. J'ai donné une conférence il y a quelques heures pour vous expliquer la complexité de la relation entre Bibi Netanyahou, alias Satanyahou, et Donald Trump. En réalité, Donald Trump est tenu à travers le dossier Epstein, et ce sont les espions du Mossad israélien qui ont les dossiers chauds, qui ont le macabo de Donald Trump. Voilà pourquoi, grâce à ce dossier Epstein, eh bien, Bibi Netanyahou tient Trump. Israël tient Trump. Et c'est Israël qui a amené Trump à la guerre. Littéralement, comme on amène un bouc récalcitrant pour l'égorger. Trump ne voulait pas faire cette guerre. Il ne l'aurait pas faite s'il n'était pas, en réalité, otage d'Israël, s'il n'était pas pris dans le chantage d'Israël, Israël qui détient sur Trump des dossiers brûlants, notamment comme ceux de l'affaire Epstein. Bon. En tout cas, sur la ligne de départ, il y a 2 jours, la coalition israélo-américaine, qui plus est soutenue par tous les autres pays de l'OTAN, à l'exception peut-être de la Turquie, à l'exception peut-être de l'Espagne, qui ont marqué leur réticence. La Turquie est membre de l'OTAN, hein, mais elle a marqué beaucoup de réticence. Elle a exhorté les États-Unis et Israël à ne pas attaquer l'Iran. De la même façon, l'Espagne a refusé que les États-Unis utilisent son territoire pour attaquer l'Iran, même pour combattre contre les Palestiniens. Ce sont des choses qu'il faut souligner. Le Premier ministre espagnol et le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui sont pourtant à la tête eh bien, de pays membres de l'OTAN, ont refusé
que leur territoire serve de manière explicite de point de départ pour attaquer les Palestiniens ou pour attaquer, eh bien, les Iraniens. Mais qu'est-ce que je veux dire? Sur la ligne de départ, tout le monde était presque sûr que en une journée, voire en deux, pas plus, les États-Unis allaient écraser l'Iran. Qui plus est avec le soutien d'Israël, Israël dont l'armée est présentée comme invincible, selon une certaine propagande qui date de la période de la guerre du Yom Kippour en 1973 contre plusieurs pays arabes, eh bien, a priori, le match était plié. Les États-Unis et Israël étaient dans la position du Real, et l'Iran était dans la position de football club de chez moi à Badalabougou. Ok, d'accord. Très bien. Sauf que quand le match a commencé, on s'est rendu compte que, en fait, la coalition américano-israélienne, et c'est une coalition qui est un géant au pied d'argile. C'est un véritable Goliath. Elle a beau être musclée, elle a beau être géante, elle a beau être puissante, et même paraître très puissante, elle est très faible. Et quels sont ses points faibles, cette coalition? Là, cette guerre entre l'Iran et le couple israélo-américain nous permet de bien voir les failles de la puissance occidentale en général et américaine en particulier. Quelles sont les failles? Première faille, on découvre que les Américains ont un retard en technologie militaire. Ça, Froulaï. On découvre que les Iraniens, par exemple dans le domaine des missiles balistiques, que les Iraniens ont une technologie plus développée que la technologie israélienne, que la technologie américaine. Par exemple, les Iraniens ont des missiles qui, une fois qu'ils arrivent dans la zone où ils doivent frapper, multiplient leur tête, de telle façon que les batteries anti-missiles ont l'embarras du choix. Le missile part, il est il voyage sur 1000 km. Quand il arrive à l'endroit où se trouvent ses cibles, le missile se diffracte en une vingtaine, une quinzaine, parfois même une cinquantaine de petits missiles qui s'éparpillent dans l'espace. Or, le fameux dôme de fer, le système anti-missile américain, il est fait pour frapper un missile à la fois dans une zone relativement limitée. Donc, ce système se retrouve débordé, pris au dépourvu, parce que quand les missiles iraniens arrivent, on croit qu'il y en a un, mais au moment où il arrive vers sa cible présumée, il se démultiplie en une vingtaine, une trentaine, une cinquantaine de missiles. Il s'éparpille dans plusieurs directions et la défense antimissile est obligée de choisir seulement un ou deux de ces nombreux missiles qui pleuvent. Tous les autres passent. Donc, lorsque par exemple, eh bien, un missile iranien arrive et qu'il se démultiplie en 20, en 30, en 40 petits missiles, la barrière antimissile américaine ou israélienne parvient seulement à éliminer 2 ou 3 de ces missiles. Il y en a 37 qui passent, il y en a 47 qui passent, il y en a 17 qui passent. Ce qui produit des dévastations énormes. Des dévastations énormes. Comparées à celles que les Iraniens subissent de la part eh bien, des Israéliens et des Américains. Premier point, le retard technologique américain, le retard technologique israélien, cela remet complètement en cause l'illusion dans laquelle on était, que l'Amérique était encore vraiment la toute première puissance militaire et technologique du monde. Ce n'est plus véritablement le cas. Deuxième élément qu'on découvre avec la faiblesse de la coalition américaine, ce qu'on découvre, c'est que la supériorité aérienne américaine, qui est supposée être écrasante, une supériorité aérienne et une supériorité maritime, grâce notamment aux porte-avions qui sont en croisière, accompagnés de navires protecteurs, cette supériorité aérienne et maritime, eh bien américaine, elle est limitée par la vulnérabilité des pilotes et la vulnérabilité des navires de guerre américains. J'ai écouté tellement de reportages sur l'affaire que j'ai fini par, à mon avis, découvrir le point faible de toute l'armada américaine. Le point faible de toute l'armada américaine, c'est qu'elle est dépendante de systèmes de radar. Elle est dépendante de systèmes de radar qui permettent non seulement d'identifier correctement l'ennemi pour le frapper, mais qui permettent aussi, tout naturellement, de se protéger des attaques de l'ennemi. Or, qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez face à vous une puissance comme celle de l'Iran qui est capable de brouiller vos radars? C'est-à-dire de faire que les radars qui sont sur les navires américains ne voient plus. Les radars qui renseignent les avions américains ne voient plus. Les radars satellitaires qui sont supposés renseigner les troupes américaines au sol ne voient plus. L'Iran a manifestement acquis la capacité de rendre les navires américains aveugles, de rendre les avions américains aveugles, de rendre les radars américains aveugles. Et l'Iran a repéré les principaux radars américains au sol, au Moyen-Orient, et est en train de les détruire les uns après les autres en utilisant sa stratégie de pluie de missiles. La stratégie de pluie de missiles. Donc voilà un deuxième point. La toute-puissance aérienne, la toute-puissance navale américaine est contrecarrée par le brouillage radar iranien.
Les Iraniens ont rendu les navires et les avions américains aveugles. Rien que hier, ils en ont abattu 3. Ils ont abattu 3 avions américains. Et ils sont pratiquement en train d'endommager plus de 10 navires de guerre américains. Au point que le célèbre porte-avions américain, le Lincoln, est désormais menacé. Et la quasi-totalité des bases militaires américaines sont en train d'être déménagées. Les soldats américains sont en train de décamper de toutes les bases qu'ils occupaient parce que la stratégie de la pluie de missiles, doublée par l'aveuglement du système radar américain, rend difficile la défense des positions. Vous avez entendu l'ordre qui a été donné par les États-Unis d'Amérique à l'ensemble des citoyens américains de plus de 14 pays du Moyen-Orient de partir. C'est du jamais vu. Jamais les États-Unis n'ont appelé les citoyens américains dans 14 pays, dans toute la région du Moyen-Orient, de partir. C'est bien là un aveu d'impuissance. C'est parce que Donald Trump reconnaît qu'il n'est pas capable de protéger les troupes américaines. Il n'est pas non plus capable de protéger les populations civiles américaines au Moyen-Orient qu'il sonne la retraite. Et ça, c'est le deuxième point faible sur lequel l'Iran est en train de gagner la guerre. Il y a un troisième point faible. Il y a un troisième point faible de la coalition américano-israélienne. C'est que c'est une coalition qui est incapable de descendre au sol. C'est-à-dire d'envoyer des fantassins sur le sol iranien. Parce que l'expérience qu'elle a eue, cette coalition, lors de la guerre du Vietnam, l'expérience qu'elle a eue lors de la guerre en Afghanistan, lors de la guerre d'Irak, l'expérience qu'elle a eue même lors de la guerre en Somalie, c'est une expérience extrêmement négative. Les troupes américaines ne descendent plus au sol, depuis qu'elles savent que quand elles descendent au sol, elles n'ont plus de supériorité systématique sur l'ennemi, et elles sont confrontées à un ennemi qui, au niveau moral, au niveau psychologique, est énormément plus déterminé que les joueurs de PlayStation de l'armée américaine. Donc, on voit qu'il y a bien là une troisième faiblesse. Les États-Unis se contentent jusqu'ici d'une campagne de bombardement aérien, de bombardement à distance, parce qu'en projetant des troupes au sol, ils vont se retrouver dans une situation de corps à corps avec les gardiens de la révolution. L'Iran, c'est quand même presque 100 millions d'habitants, et la plupart de ces habitants sont radicalement déterminés à en découdre avec la coalition israélo-américaine. Si les États-Unis descendent au sol, les pertes en hommes seront tellement sévères que l'opinion américaine va se retourner contre Donald Trump et ce sera un nouveau Vietnam, une nouvelle désillusion. Voilà le troisième point faible qui fait que la guerre est en train d'échapper aux Américains et aux Israéliens. Et il y a un quatrième point sur lequel ils ont perdu la guerre. Ils ont perdu la guerre sur le terrain médiatique. Observez bien ce qui se passe. Ils ont perdu la guerre sur le terrain médiatique. La quasi-totalité des réseaux sociaux mondiaux sont inondés de communication en faveur de l'Iran. Et ça, l'Iran n'a payé personne pour cela. Regardez simplement, par exemple, les réseaux sociaux africains. Dans la plupart des pages Facebook, YouTube, TikTok, que l'on peut regarder ici en Afrique, la plupart des internautes africains sont friands des informations sur les victoires symboliques de l'armée iranienne contre les États-Unis et contre Israël. Il y a des images des frappes américaines contre l'Iran. Il y a des images des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran. Elles existent. Mais ce ne sont pas les images les plus partagées. Oui, vous qui m'écoutez, vous êtes maintenant près de 20 000 personnes au total. Quand vous allez sur Internet, vous voyez une image. Comment les Américains ont bombardé, je ne sais pas, telle ou telle installation en Iran. Puis vous voyez une autre image. Comment les Iraniens viennent de bombarder telle ou telle installation en Israël. Ou viennent de détruire un camp militaire américain. Quel est votre réflexe? Est-ce de diffuser l'information qui montre l'Iran en position de faiblesse ou de diffuser l'information qui montre les États-Unis et Israël en position de faiblesse? Le réflexe mondialement le plus répandu, c'est de mettre en valeur les images de la faiblesse américaine et israélienne. Pourquoi? Parce que le monde en a marre de ces criminels. Le monde a marre des crimes impérialistes américains et israéliens. Ils ont passé toutes les limites. Ils ont franchi toutes les lignes rouges. Plus personne ne peut honnêtement supporter ces gens. Donc, tout ce qui leur arrive sur le théâtre d'opération, en termes de défaite, la moindre égratignure qu'ils subissent, réjouit la planète tout entière. Voilà pourquoi sur le terrain de la communication, les États-Unis et Israël ont perdu la guerre. Parce que l'opinion mondiale ne retient que les coups qui leur sont portés. L'opinion ne regarde même plus les coups qu'ils portent. Les coups qu'eux, ils portent là, à l'Iran, et qui sont des coups terribles. L'opinion dit, ça fait partie du sacrifice. Mais ce qui intéresse l'opinion, c'est les coups que l'Iran, les coups extraordinaires que l'Iran porte aux États-Unis et à Israël. Et ces coups, aucune puissance au Moyen-Orient, aucune puissance au Moyen-Orient, aucune puissance même au monde, n'avait réussi à frapper de manière aussi systématique et générale les États-Unis et tous leurs vassaux du Moyen-Orient. Jamais cela n'était arrivé. Jamais cela n'était arrivé. Donc, défaite médiatique. Défaite médiatique américano-israélienne. Voilà. Voilà ce qui fait donc que la guerre leur échappe. Enfin, il y a un cinquième domaine dans lequel la guerre leur échappe.
Israël et les États-Unis ont perdu le soutien même de toutes les institutions internationales dans lesquelles ils ont encore le droit de veto. L'ONU, même l'ONU a été contrainte de se déclarer contre Israël et les États-Unis. La Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale qui recherche Benjamin Netanyahou ne peut plus soutenir Israël. Donc sur le plan diplomatique, les États-Unis et Israël sont désormais les parias des relations internationales. D'ailleurs, Donald Trump a dit que pour lui, le droit international n'existe plus. Et par là, il est rejeté de toute humanité civilisée. Tout être humain qui vous dit qu'il ne faut pas qu'il y ait du droit international, eh bien, c'est un barbare, c'est un sauvage. Il n'est pas digne de vivre dans l'humanité. Car le droit international, c'est le minimum requis. Même quand ce droit est injuste, même quand ce droit est imparfait, il est nécessaire qu'il y ait du droit international pour que nous, les êtres humains, nous ne vivions pas comme des bêtes sauvages. Sans le moindre droit international, l'espèce humaine retourne complètement dans ce que Thomas Hobbes a appelé l'état de nature. Où homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. Donc, les États-Unis et Israël sont devenus les parias des relations internationales. L'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin soulignait que les États-Unis et Israël vont regretter d'avoir piétiné, d'avoir bousillé et bafoué le droit international. Car désormais, le monde entier considérera qu'on peut leur porter tous les coups, que tous les coups sont permis contre eux. Ils ont ouvert la boîte de Pandore. Ils ont ouvert un immense boomerang contre eux. Plus personne ne peut les couvrir. Vous voyez même la peine dans laquelle se trouvent les alliés européens traditionnels des États-Unis. Bien souvent, quand les États-Unis agressent un pays innocent, les puissances occidentales, en général, les Européens se rangent mécaniquement derrière les États-Unis. Mais là, c'est un soutien mou. C'est un soutien mou. Parce que comment soutenir Trump, qui, il y a à peine un mois, voulait arracher le Groenland? Les Européens se souviennent que ce type-là s'est levé un matin, il a dit qu'il veut prendre le Groenland. C'est le même type qui est en train d'attaquer l'Iran. Comment peuvent-ils espérer, les Américains et les Israéliens, avoir un soutien véritable des Occidentaux, alors même qu'ils ont menacé les Occidentaux de les exproprier de leur territoire, alors même que l'Occident est en réalité une colonie militaire américaine. L'Occident est militairement occupé par l'armée américaine. Vous pensez que tout cela va sans ressentiment? Vous pensez que les Allemands qui naissent, qui grandissent, qui vivent là, ils sont contents de voir leur pays toujours sous occupation militaire américaine 70 ans après la Deuxième Guerre mondiale? Vous pensez que ça les amuse? Ça ne les amuse pas du tout. Il y a un ressentiment anti-américain. Il y a un ressentiment anti-otanien très important dans le monde occidental. Et vous avez vu comment l'Occident a été instrumentalisé. Il a été sacrifié dans le projet de déstabilisation de la Russie à travers l'Ukraine. Vous avez vu comment les pays occidentaux ont sacrifié leurs économies pour le voyou, le bandit, l'escroc, le petit néo-nazi de Zelensky. Vous avez bien vu. Donc l'Europe a tellement été humiliée par les États-Unis. Elle a été tellement piétinée par les États-Unis, sans oublier toutes les moqueries personnelles que Trump a infligées aux principaux dirigeants européens, à commencer par, eh bien, le très incompétent Macron. Donc il n'y a même pas cette solidarité diplomatique mécanique, ce grégarisme traditionnel des Européens derrière les Américains, ils ne l'ont plus. Enfin, je viens à la 6e raison pour laquelle la guerre leur échappe. L'opinion américaine est majoritairement contre la guerre. L'opinion américaine est majoritairement contre la guerre et l'opinion israélienne est majoritairement contre la guerre. Dans leurs propres opinions politiques, américaines et israéliennes, Donald Trump et Bibi Netanyahou sont minoritaires. Voilà pourquoi leur défaite au Moyen-Orient va se retourner en un règlement de compte en politique intérieure contre eux. Donald Trump va être destitué, il va perdre les élections des midterms qui arrivent, il va être destitué, il va être arrêté et conduit en prison aux États-Unis. C'est ce qui va arriver incontestablement au grand criminel génocidaire Benjamin Netanyahou, recherché par la Cour pénale internationale. Dès qu'il va perdre le pouvoir en Israël, il va être, s'il est vivant, arrêté, menotté, mené en prison et peut-être même traîné à la CPI. Parce que dès lors que son allié principal va s'effondrer aux États-Unis, lui, il va s'effondrer en Israël. Et il y a plusieurs Israéliens qui ont le macabre de Netanyahou, alias Satanyahou, qui attendent seulement que la défaite militaire d'Israël face à l'Iran soit confirmée pour lui régler son compte. Voilà les choses que je voulais vous dire sur ce second sujet. Merci de continuer, autant que vous le pouvez, à partager cette émission qui a été fortement attaquée dès son lancement, notamment par exemple sur la page Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés